La repatriation en solo, et qui plus est au féminin, peut vraiment paraître comme une aventure terrifiante et je dirais presque décourageante. Moi-même, petit aveu, j'ai longtemps reporté mon retour dans l'espoir d'arriver un jour avec le package complet, le mari, les enfants, tout ça bien sécurisé. Et finalement, le conte de fées n'est pas arrivé et à un moment donné, c'est-à-dire quasiment quand même 20 ans plus tard, j'ai enfin décidé de revenir m'installer en Afrique par mes propres moyens et en solo. Notre invitée d'aujourd'hui, Anna de Hauteur, a également bravé l'inconnu pour venir s'installer en Côte d'Ivoire, seule, pour lancer un cabinet qui accompagne les métiers de l'hospitality et du tourisme, cabinet de conseil, du coup. Et ce que je me plais à dire, donc spoiler alert concernant Anna, c'est que elle a vraiment cette qualité de pouvoir parler sans filtre. Donc, d'ailleurs, mon cabinet s'appelle Le Filtre. Donc, et bien c'est bien parce que c'était l'une des questions qu'on voulait te poser. Pourquoi? Donc de parler vraiment sans filtre et également la générosité, de partager, de donner en fait des tips aux uns et aux autres sur sa propre expérience. Donc Anna, bonjour. Bonjour. Et merci de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je suis très honorée. Bonjour Anna, plutôt Aquabac, comme le nom de notre média. Alors nous, on a un rituel au début de cette émission, c'est qu'on a les fameuses questions mystères. On voit un tas de cartes avec des points d'interrogation dessus. On va demander de tirer 3 cartes au hasard. Et on savait les questions, et tu vas devoir y répondre. Et on va dire que tu as droit à un joker. Ah, ok. Mais joker, tu dois devoir expliquer quand même pourquoi tu dis réponds pas. Ok. C'est tout ce qui va compromettre ma relation avec ma mère. Tu peux... Je vous ai déjà il y a une question qui va me mettre... Tu peux les prendre au hasard, pas forcément les 3 premières. Oui, non, vraiment à l'intérieur, prends ce que tu veux. Mais je regarde, du coup? Non. Mais t'en choisis 3 au hasard. T'en choisis 3 au hasard, voilà, tu prends au milieu comme ça. Allez, comme ça au moins on est voilà. Sur... Tu les lis. Et après, tu peux y répondre dans la foulée. Selon toi, est-il facile de trouver... Écoutez, trouver des associés, partenaires sur un projet en Afrique, est-ce plus dur ou plus facile qu'en Occident? On en parlera peut-être après, mais déjà, moi j'avais une associée. Donc, est-ce que c'est plus facile de trouver des partenaires sur un projet en Afrique? Je pense que je pourrais pas dire, parce que j'ai jamais testé en Occident de m'associer, donc je pourrais pas forcément le dire. Par contre, je pense que c'est plus facile de trouver des gens qui ont la même vision que toi, parce que déjà ça fait un tri parmi les personnes qui veulent revenir en Afrique. Et donc du coup, ils ont, je pense, à peu près le même, la même vision, la même envie aussi de changer un peu les choses, ou même pas forcément changer, mais apporter leur contribution. Donc déjà, ça trie. Et je pense qu'en Occident, c'est plus difficile du coup de tomber sur quelqu'un dans la masse de personnes qu'il peut avoir. Est-ce plus dur ou plus facile qu'en Occident? Pour le coup, je l'ai pas testé, donc je pourrais pas dire si c'est plus dur ou plus facile. Mais je pense que sincèrement, pour le coup, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, je me suis dit à un moment, ça pourrait être un associé, par exemple. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des personnes qui te ressemblent en fait. Voilà, et qui partagent la même vision du business que moi. C'est très important, j'insiste là-dessus. Parce que trouver un associé avec qui on s'entend bien, c'est facile. Par contre, trouver un associé avec qui on a la même vision du business, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, tu le dis, j'ai eu un associé. Oui. Que s'est-il passé? On va directement. Toi, t'avais des gros spoilers dès le début. J'ai senti dans ton regard que tu te dis elle. J'allais pas te lâcher parce que de toute façon, on allait y venir. Donc autant le traiter maintenant. Oui, effectivement, j'ai eu une associée et ce qui est très marrant, c'est que mon associée était ivoirienne, martiniquaise ivoirienne. Et c'est grâce à elle que j'ai connu la Côte d'Ivoire en fait. Donc on s'est associés pour créer le filtre, donc le fameux cabinet. Et au bout de 3 mois, ça s'est assez mal passé parce que on partageait pas la même vision du business. 2, il y a eu aussi certaines choses qui se sont passées dans notre vie personnelle amicale. Mais au-delà de ça, je pense que j'insiste sur le fait que quand on trouve une associée ou un associé, c'est hyper important de discuter des questions qui fâchent. Notamment la question de l'argent, la question de la vision, de l'investissement qu'on va mettre chacun dans le business.
et surtout d'être avec quelqu'un qui sait accepter la critique et aussi se remettre en question, de savoir si on accepte aussi la critique. Parce que on va être dans des situations très inconfortables et quand ces situations-là se présentent, on est confronté à, en plus quand c'est l'amitié se mêle à ça, mais on est confronté à prendre des décisions et des décisions aussi qui sont du coup destinées au bien-être de notre business aussi. Au-delà de notre bien-être personnel, il y a le bien-être aussi business. Et ça, il faut avoir quelqu'un qui sait l'accepter et qui sait aussi en discuter avec. Mais alors, est-ce que ces défis-là que tu décris, qui sont des défis, à mon avis, qui sont communs aux entrepreneurs qui cherchent à s'associer, est-ce que tu penses qu'ils sont exacerbés en Afrique? Moi, j'ai le sentiment, je me permets de... Bien sûr. Que oui. Oui. En fait, parce qu'on arrive aussi dans un environnement qu'on maîtrise moins. Le niveau de risque, l'effort de compréhension, d'appréhension est plus important. Et dans cette espèce de chahut commun, en fait, ça peut créer des situations explosives beaucoup plus vite, quoi. Sans compter le côté vulnérabilité, qui est beaucoup, personnellement, je trouve qu'il est beaucoup plus fort. Pour l'instant, j'avais cherché à m'associer à personne. Là, je suis en discussion avec quelqu'un, et c'est vrai qu'on prend notre temps, et on prend le temps de voir si on match personnellement ou quoi. Mais je vois aussi que le projet en lui-même, sur le territoire en lui-même, présente des enjeux et des manières de faire dont il faut tenir compte. Mais totalement. Même si on revient déjà sur, comme je te dis, l'un des sujets qui fâche le plus, entre guillemets, ou qui fait remonter beaucoup plus de préoccupations, c'est l'argent. Ne serait-ce qu'en termes d'accompagnement, aujourd'hui, c'est assez compliqué de se faire accompagner en termes d'investisseurs, de manière financière par le gouvernement. On en parlait dernièrement qu'on a fait un événement justement avec certains ministres, où justement c'est vraiment le mal-être des entrepreneurs aujourd'hui en Afrique. Et donc du coup, ça crée des sources de tension qui vont être beaucoup plus compliquées à gérer quand on est associé et qu'on est sur le territoire africain, bien sûr. Clairement. Ce que tu dis m'évoque une chose, alors je me suis jamais retrouvée dans cette situation-là, mais tu sais, on dit souvent qu'il faut beaucoup se préparer. Oui. Et t'imagines, t'as deux associés qui arrivent mais qui ne se sont pas préparés de la même manière. Exactement. Et à un moment donné, il y a une tension de trésorerie chez l'un et pas nécessairement chez l'autre. Enfin, on est vraiment la cigale et la fourmi finalement. Là, ça part en direct live. Déjà, quand tu le gères à toi-même dans ton corps, il y a des moments où tu fais ça pique. Non, mais en plus de ça, dans ma situation, c'était quand même en plus compliqué parce que moi, j'avais connu la Côte d'Ivoire que sur un an de vacances. Vraiment, c'est-à-dire que je venais souvent déjà. Oui, en vacances, mais vraiment, c'est qu'à un moment, je me suis dit, pourquoi pas. Parce que franchement, j'ai eu un coup de cœur pour la Côte d'Ivoire. Il y avait tout ce que je recherchais dans ma vie future, parce que j'étais vraiment dans un moment de questionnement aussi sur ma vie future, de qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai envie de supprimer. Et la Côte d'Ivoire réunissait pas mal de choses dont j'avais envie. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis j'avais envie de tester l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, quand j'arrive en Côte d'Ivoire et que je m'installe pour entreprendre, je me prends cette claque dans la tête de OK, il y a la partie on va à Sydney, on fait le voilà, on parlait de PIA aujourd'hui. Et puis la réalité du terrain entrepreneurial. Et déjà, je me prends ça à la face. Et en plus de ça, j'ai face à quelqu'un qui n'est pas forcément sur la même vision que moi du business et même dans le même investissement que moi. Et puis, elle avait aussi un autre avantage qui était qu'elle était ivoirienne. Ce que j'allais dire, elle n'a pas les mêmes problématiques. Donc, on n'avait pas les mêmes problématiques. C'est ça. Pour rappel, toi, tu es originaire de la Martinique. Exactement. Donc, en fait, tu fais vraiment un gros 360, quoi. Enfin, exactement. Même si je dis, franchement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Dans lesquelles tu te retrouves au niveau de la culture. T'as grandi en Martinique ou en France ? J'ai grandi en Martinique. J'ai grandi en Martinique jusqu'à mes 16 ans. Donc il y a plein de choses qui me dépaysent pas trop. Et c'est vrai que je dis souvent à beaucoup d'enseignants, venez, parce que sincèrement, vous allez retrouver justement ce que vous aimez en Martinique. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai eu un gros coup de cœur pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même des enjeux culturels que je n'avais pas forcément en tête. Et surtout sur la partie business. Et donc voilà, et on n'était pas du tout préparés de la même façon. On avait mais vraiment, je vous dis vraiment pas la même vision des choses dans le business. Et voilà, c'était assez compliqué. Et ça m'a fait tout remettre en question. Mais après, quand on a défini son pourquoi, c'est le pourquoi qui fait qu'on lâche pas en fait. Et qu'on s'accroche. Ouais. Je vais continuer à gratter. Hein. C'est que la première question. On est mal barré.
Tu as évoqué des enjeux culturels. Ouais. Est-ce que tu arrives à nous en citer un? Enjeux culturels qui ont joué en fait par rapport à la manière dont tu percevais ou abordais ton business ici? On met les pieds dans le plat directement. J'aurais dit, ne serait-ce que le rapport homme-femme. D'accord. Qui peut se jouer aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. C'est bien, on aura pu te poser la question. C'est formidable. Mais ça, c'est aussi à dénoter. Franchement, ça joue aussi bien dans la vie personnelle que la vie professionnelle. Surtout quand on se lance à son compte, qu'on est une femme. On va pas se mentir, une femme claire en Côte d'Ivoire. Donc du coup, oui, j'ai dû m'adapter. Je te donne un exemple simple. Souvent, justement, on a le cliché un peu de la femme claire qui entreprend, qui a soit un mari qui a de l'argent, soit une femme qui prend pas trop les choses au sérieux et qui fait ça un peu pour s'amuser. Donc argent de poche. Voilà, c'est ça. Et souvent, on est d'une famille qui a potentiellement aussi de l'argent. Donc il y a tout ce cliché-là qui rentre et qui fait que dans la relation business, on ne prenait pas forcément au sérieux. Surtout que moi, je suis dans le métier du conseil. Donc va conseiller des directeurs d'hôtels, de restaurants, qui vont te dire, ok, t'es mignonne, déjà t'es pas ivoirienne. En plus là, on dirait que tu es en train de t'amuser. Y a une chose que je fais qui est primordiale pour moi maintenant quand je rencontre un directeur d'hôtel, par exemple, c'est que je vais asseoir directement mon expertise. C'est-à-dire que j'aborde le business en n'étant pas justement trop friendly au début, genre pas du tout. Mais directement, je vais asseoir mon expertise. Donc, je vais limite revendiquer mes compétences en parlant le même langage que lui. Tout à fait. Et surtout, n'ayant pas peur de parler d'argent. Parce qu'il y a aussi cette dynamique-là aussi. C'est qu'on est une femme ici, on parle pas forcément d'argent. Parce qu'on n'a pas notre mot à dire. Souvent, on n'est pas sur la table aussi des grandes prises de décision au niveau financier. Donc, automatiquement, ça a été quelque chose, oui, je me suis rendu compte assez vite, et Dieu merci. Et ça a fait que j'ai changé aussi ma manière de voir les choses et d'aborder les personnes quand c'est par exemple un homme. Déjà, quand on est entrepreneur, on a du mal à parler argent. Quand tu te lances au début, tu as toujours cette quête de légitimité où il fallait négocier un contrat. Tu dis, faut pas que je demande trop parce que sinon je vais pas l'avoir. Mais si je demande pas assez, je vais pas m'en sortir. Mais si tu dois rajouter à ça, en plus, les préjugés mais ça, sur les femmes. C'est un vrai point, ce que tu dis, parce que moi, ça a été ma plus grosse difficulté. Parce que déjà, je ne savais pas c'était quoi les prix pratiqués ici. Alors oui, je suis venue sans faire des études de marché. Et paf. J'ai fait mon étude de marché en arrivant. C'est-à-dire que en même temps, ton métier est très spécifique. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Qui sont dans le conseil sur cette industrie-là. Exactement. Et donc du coup, moi, quand j'appelais des cabinets et que j'essayais de faire des études de marché, j'avais en plus de ça la difficulté que ça dépendait tellement du cabinet, de son positionnement, parce que on est comme si, moi, je suis sur un positionnement haut de gamme luxe. J'enlève luxe parce que je me suis rendu compte que ça n'existe pas le luxe aujourd'hui, en tout cas dans l'hôtellerie-restauration en Côte d'Ivoire. On aspire à, mais ça n'existe pas vraiment. Mais du coup, je suis quand même sur un positionnement haut de gamme. Et il y a très peu qui sont sur ce positionnement-là. Et donc du coup, quand j'essayais de faire une étude de marché, c'était très compliqué d'avoir des prix. Et il y a aussi ce fameux syndrome de l'imposteur qui fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te dis tu es en plus de ça sur un terrain que tu ne connais pas, t'es pas forcément ivoirienne. Donc quel prix que je peux mettre et c'est quoi la notion de cher pas cher en fait ici parce qu'on est quand même dans un environnement où on va se dire aussi à Abidjan il y a beaucoup de gens qui dépensent. Donc en même temps on se dit il y a des choses qui relativement surtout dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration où c'est quand même assez cher, on va pas se mentir, ou en tout cas c'est équivalent Paris. Mais en même temps on se dit là on arrive avec une prestation de service et que les gens on a l'impression qu'ils sont pas prêts à payer. Donc ça a été une grosse difficulté pour moi d'établir des gammes de prix en fonction du service que j'amenais tout en trouvant derrière ta rentabilité. Moi j'abonde dans ton sens quand je suis arrivée, donc organisation de circuit en campervan, il y a toujours un effet waouh, comme dire ouais franchement, puis le truc plutôt premium, haut de gamme. Et donc j'ai eu plusieurs écoles, il y a des gens à qui j'ai annoncé mon prix, donc j'ai commencé avec un premier prix. Qui était un prix un peu économique et qui se basait aussi sur la concurrence, donc ce qu'on faisait sur la location de véhicules en Côte d'Ivoire. Moi je dis ok j'ai un véhicule mais en même temps c'est une maison, puis il y a tout le circuit. J'annonce un premier prix. Et les premières réactions c'est non mais Ismaël c'est pas trop cher. Ici ce que les gens ils aiment, ce qui les intéresse, ce qui les attire, c'est quand ça coûte. Parce que quand ça coûte ça veut dire que ça a de la valeur.
Donc je fais qu'à cela ne tienne, moi j'y vais poker. Tu vois, All in. et voilà, et donc je balance un compte personne. Et là tu dis, ok, là, il doit y avoir un bug, il va falloir qu'on réajuste le truc. Ouais. Donc, j'ai réajusté une deuxième fois et ça n'a pas suffi. J'ai réajusté une troisième fois. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai plutôt écouté ce qu'on me disait, mais j'ai pas vraiment tenu compte réellement de ma stratégie. Et ma stratégie, c'était aussi de plutôt toucher les résidents. Par résidents, j'entends les Ivoiriens, les internationaux, enfin Oui, bien tout sûr. le monde, mais les personnes qui sont là, parce que derrière, ça peut apporter de la récurrence. Et donc, une personne qui veut venir plusieurs fois, elle va pas claquer des sommes de dingue, tu vois, juste par rapport à une valeur perçue d'un service. Donc, j'ai dû me réajuster. Exactement Et ça. mon market fit, il m'a pris 6 mois. Ça m'a entre le moment où j'ai lancé et le moment où j'ai vraiment eu des locations et que j'ai senti que là, en fait, j'avais touché quelque chose parce que les locations, ben, elles revenaient, elles étaient quand même récurrentes. On m'appelait, on disait go, on signe, on y va. Je fais ok, là, j'ai mis 6 mois. Ouais. 6 mois. Et t'as vraiment un logiciel occidental qui est différent des réalités Ouais, d'ici, tout à quoi. fait. C'est D'accord, ça, et tu ne sais pas vraiment. Moi, je suis arrivée avec plein de convictions. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai dit non, mais déjà, j'ai envie de changer. Enfin, pas forcément changer. J'aime pas le mot changement parce que Faire évoluer, voilà, mais faire évoluer les pratiques. ça. Et en fait, tu te rends compte que déjà, il faut prendre en compte la maturité du marché sur ton domaine. C'est ça. Il faut prendre en compte aussi les réalités du terrain. Il faut prendre en compte aussi les besoins prioritaires du marché. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, j'ai effectivement fait des offres hyper marketées et tout. C'était très sympa. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on discute déjà de la base. Donc, par exemple, le service client. Ouais. Comment on apporte un très bon service client. Et par service client, on parle de la base. C'est-à-dire comment déjà même on répond à un téléphone de manière correcte et qu'on assure un service client derrière. C'est ça. Donc, j'ai dû réadapter. Et effectivement, là, il y a aussi une réadaptation des prix. Et j'ai dû tester aussi, parce qu'en fonction d'un établissement, il y en a un autre, ce ne sera pas du tout la même chose, en fonction de la taille, du positionnement de l'établissement. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Donc au final, je pense qu'on ne sait jamais vraiment quel est le bon prix tant qu'on ne teste pas. Ouais, quand on n'est pas venu sur le marché, Ouais. et surtout on n'a pas de data de toute façon. Je pense que c'est toujours bien de faire des études de marché, ne suivez pas son exemple, surtout pas, parce que ça donne Mais comme moi, j'ai une raison. Domaine d'activité. Ça justifie. Mais c'est vrai, ça, ça donne des indicateurs, mais la réalité, alors comme je l'ai dit la dernière fois, la carte n'est pas le territoire. Donc, tu Exactement. as une espèce de map, tu penses que c'est ce chemin-là que tu vas suivre, mais dès le moment où tu arrives sur le terrain, ça se passe C'est ça. autrement. Mais il faut pas hésiter à être pionnier. Tu vois, parce que moi, par exemple, c'est vraiment quelque chose que je veux faire pour la D'accord. suite. Donner de la data sur mon domaine. Ok. Parce que là, je suis en train de tester et justement après communiquer des données. Parce que c'est vrai que pour le coup, moi, j'en ai eu très très peu. Même quand j'ai essayé de la faire, mon étude de marché, j'en ai eu très peu. C'est très compliqué. Donc, je pense que quand on s'installe dans un domaine et qu'on vise un domaine qui n'est pas forcément encore sollicité sur le territoire, mais il ne faut pas hésiter à être pionnier et à transmettre des informations dans notre domaine. Et puis ouais, pour créer une émulation sur Bien son sûr. activité aussi. Bien sûr. C'était donc la première question. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je t'ai senti, I feel you. Tu sais, j'ai vraiment senti que dans une semaine, c'était la première question. Vas-y, on peut y aller. Tu peux aller sur la deuxième. Ouais, t'as des femmes. Elle m'a senti. Quelle attitude recommandes-tu d'adopter pour se démarquer sur le marché du travail local après le retour? C'est une très très bonne question. Intéressant. Ah oui, ça, elle est pas mal, ça. Ouais. Ouais. Je suis contente que tu l'aies prise. Décidément, main heureuse aujourd'hui. Ben, moi, après 1 an et demi, je dirais l'une des premières choses que je conseillerais, c'est d'avoir de l'humilité. C'est très très important. Je m'explique. Parce que... Parce qu'on sort de la canne, l'humilité, c'était pas Ouais, pour ça. on était humble au début. Hein. Vite On des est passé à inclus. ça Voilà. Mais on dit l'humilité précède la gloire. Donc, comme quoi. Mais justement, être humble quand on arrive. Accepter qu'on n'a pas la science infuse. Ouais. Qu'on arrive justement avec toute notre réalité occidentale qui n'est pas du tout forcément adaptée au territoire. Et surtout, moi, quelque chose qui m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est le fait de prendre conseil auprès des personnes qui ont déjà fait.
qui ont été là avant, qui ont des business qui sont justement florissants, etc. Et avoir l'humilité aussi d'accepter que c'est peut-être pas nous qui apportons justement cette valeur ajoutée et qu'il faut s'associer peut-être avec d'autres personnes pour apporter une plus grosse valeur ajoutée. Donc voilà, je pense que c'est une attitude qui est très importante parce que je pense que ça peut être quelque chose qui revient souvent dans la diaspora, c'est-à-dire que quand on revient ou qu'on vient s'installer, on peut partir du principe que nous, on a fait des études à l'étranger, nous, on a eu une expérience à l'étranger, donc nous, quand on arrive sur le territoire, on est un peu les rois du game. Alors qu'en fait, on se rend compte que pas forcément. Non, et qu'il y a des réalités et qu'en fait, le monde n'est pas prêt à changer juste parce qu'on débarque. Exactement. Et je rajouterai un truc, c'est qu'en fait, il faut accepter d'être dans de l'interpénétration. Ouais. C'est-à-dire que souvent, et c'est la posture aussi qu'on a donnée aux diasporas, c'est pas seulement de notre faute, on est dans des postures de donneur. Ouais. Donc il faut Clairement. donner de l'argent, il faut donner du temps, il faut donner. Donc nous-mêmes, quand on arrive, on est en mode, on va donner, quoi, tu vois. Ouais. Suivez-nous les gars, justement on va changer le game. Mais en fait, je crois que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on doit aussi recevoir. Et il y a des choses à apprendre sur la manière dont les choses se font. Pourquoi elles se font comme ça? Généralement, ça vient pas de nulle part. Et finalement, c'est des manières différentes de faire. Alors, tout n'est pas acceptable, mais c'est des manières différentes de faire. Et donc ouais, je te rejoins totalement. Soyons humbles, mais pas trop. Oui, il y a une différence entre, et je le dis, il y a une différence entre avoir confiance en ses compétences et avoir une surconfiance. C'est-à-dire que pour moi, la limite de la confiance en soi s'arrête à partir du moment où tu ne peux pas justifier de ses compétences, en fait. Par contre, avoir confiance en ses compétences et savoir pourquoi on le fait, et on sait qu'on le fait très bien, il faut pas avoir peur de le dire et de le crier. Et d'ailleurs, même c'est une compétence aussi en Côte d'Ivoire. Franchement, les gens attendent des personnes qu'elles, justement, elles s'estiment expertes dans leur domaine et qu'elles se disent, même on est les meilleurs. Par contre, il faut savoir, comme tu dis, être dans une posture de réception. Il faut savoir recevoir des autres et se dire que justement, on n'est pas le centre du monde et que c'est les autres qui vont nourrir notre expérience, en fait. Je pense qu'on est d'ailleurs en capacité de reconnaître sa valeur, mais en le faisant de manière humble. Oui. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans des situations où on va te dire, brade un peu, descends, et là, en fait, tu vas juste présenter ce que tu offres, et la personne de l'apprécier ou pas, mais il faut stand, quoi. Toi, oui, il y a tu gardes tes positions, et généralement, en fait, on l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure, tu vas garder tes positions et la personne va prendre le temps de réfléchir et finalement va suivre. Bien sûr. Juste parce qu'elle va se rendre compte qu'à un moment donné, elle en a aussi besoin. Exactement. Et que quelque part, t'apportes vraiment quelque chose. Oui. Il faut juste être raisonnable. Oui, quoi. oui, il faut pas tomber aussi dans l'excès, de l'humilité, oui, justement, et de se se dévaloriser, brader. Oui, ça, et de finir le mois en se disant C'est compliqué. J'espère qu'il est bien sorti dans les mics. Ah, il est bien sorti. Le petit piment là. Et bien du coup, ça nous permet d'attaquer la troisième. En quoi es-tu une bonne recrue pour le rapatriement? Donne 2 arguments. Oula. Eh ben voilà, confiance en soi là. Alors, est-ce que tu es une bonne recrue pour la Côte d'Ivoire? C'est ça. Ben écoutez, après avoir parlé d'humilité, je vais me lancer des fleurs. En quoi je suis une bonne recrue? Je pense que j'apporte quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, au marché qui n'existe pas forcément encore. Et je pense que dans le domaine où je me suis nichée, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense même que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire en termes d'économie. Autant qu'ils misent beaucoup sur l'agriculture, ils misent beaucoup sur le tourisme aussi. Et la Cannes fait qu'en plus de ça, ça s'est accéléré. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, pour le coup, j'ai ma valeur ajoutée sur le continent. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je suis une bonne recrue. Et puis je pense que justement, j'ai l'humilité d'accepter, encore une fois, que je suis pas non plus celle qui va sauver tout le monde, mais que je pourrais aussi donner pour justement créer une certaine émulsion dans ce domaine-là, pour qu'on soit plusieurs à donner, à apporter des solutions. Parce qu'il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup, notamment en zone francophone, sur le tourisme. Alors le tourisme d'affaires, ça tourne, c'est dans la capitale. Ça se fait presque tout seul, même si, comme tu le dis, les basiques, le service client, et c'est pas que téléphonique, c'est même sur place. Oui. Bref, Oui, il y a la tenue professionnelle, le marketing, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a beaucoup à faire et qui ont besoin d'être structurés. Tourisme de loisirs et tourisme d'affaires aussi. D'affaires, ouais. Parce que pour le coup, la Côte d'Ivoire est toujours sur du tourisme d'affaires. Essentiellement. Massivement. Mais ils souhaitent tendre vers du tourisme de loisirs, même s'il y a
beaucoup de choses à faire en termes politiques. D'ailleurs, à ce propos, certains ont fait des études de marché, avaient clairement identifié que le tourisme d'affaires était, c'était du 60-70%. Ils se sont dit, ouais, mais bon, il y a quand même 30% de tourisme de loisirs. Ouais, mais du coup, le marché n'est pas aussi mature, quoi. Non. Et quand on met tourisme de loisirs, on intègre, et c'est ça qui est intéressant dans les datas, ils intègrent les déplacements des Abidjanais quand ils vont voir la famille à Benoît, à Tiasali, c'est intégré dans le tourisme de loisirs. Donc ça surgonfle en fait cette enveloppe-là. Mais déjà, même quand on regarde même en termes de positionnement, il y a très peu d'agences de voyage qui ont des packages Côte d'Ivoire. Quelque chose de bête. Le prix des billets. Enfin, il y a plein de choses qui font que on n'est pas encore prêt pour du tourisme de loisirs, mais on tend vers. Donc il y a encore plein de solutions à apporter. Ok, merci. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. Alors, je vais te jeter des fleurs. Je t'avoue que moi, quand je vois ton parcours, je suis assez admirative. C'est gentil. Je trouve qu'il faut du culot quand même pour venir se lancer justement, comme tu dis, dans un secteur qui est en cours de maturation. Pour apporter du conseil, là où on sait que les pratiques d'ailleurs en termes de sollicitation de ce type de service de manière générale ne sont pas si courantes que ça. Venir seule, être une femme. Tu y as un peu répondu tout à l'heure, mais j'aimerais que tu ailles un peu plus dans le deep. C'est pourquoi ? Pourquoi l'Afrique ? Mais toi, vraiment de manière presque existentielle. Au-delà du côté opportunité, je suis venue en vacances, j'ai eu un coup de cœur pour la Côte d'Ivoire. Généralement, il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose et je serais curieuse de l'entendre. Déjà, souvent, les gens pensent de manière très spontanée que c'est parce que souvent j'ai eu une histoire d'amour qui a fait que on m'a attrapée ici. Alors pas du tout. Abidjan t'a pris. Personne m'a attrapée. Il n'y a pas quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc déjà non. Par contre, très honnêtement, je pense que c'est quelque chose que j'avais envie depuis très longtemps. Après, j'ai été éduquée aussi par. On m'a beaucoup parlé d'Afrique dans mon enfance, donc de mes racines, etc. Et donc du coup, j'ai toujours eu ce besoin, et surtout quand j'étais à Paris, de revenir et de contribuer au fait que je fasse quelque chose pour ma communauté. Pour la communauté noire, c'était important pour moi. Et donc, quand je suis venue en Côte d'Ivoire, c'était ma première fois en Afrique, à 26 ans. Donc ça, c'était ma première fois en Afrique. J'ai eu ce truc de pourquoi j'ai laissé tant de temps passer. Je me suis tellement intéressée à tout autre continent, mais pourquoi j'ai laissé tant de temps passer avant de venir. On a fait l'Asie, les Amériques, on a tourné à gauche, à droite. Ouais, exactement. Et j'ai eu cette claque où je me suis dit, mais il y a tellement de choses à faire. En fait, on se forme, on a des compétences, on est là, on va aller au travail tous les matins, on va donner de notre cerveau tous les matins à l'Occident, alors qu'il y a énormément de choses à faire en Afrique. Et je me suis dit, non, c'est maintenant. C'est maintenant. Je suis jeune, justement, j'avais pas forcément d'attache. À part la famille, mes parents, etc. Mais j'avais pas forcément de vie de famille en France. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais de le faire et de répondre justement à cette mission de vie, de participer. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de choses pour la jeunesse. Ici, je suis très active pour communiquer au maximum des informations aux jeunes, faire en sorte qu'on puisse participer à l'élévation des jeunes, des futurs managers, des futurs leaders, des futurs entrepreneurs, etc. Parce que c'est des choses qui me touchent et que c'est un peu une mission de vie que je me suis lancée. Donc voilà. Après, il y a aussi le fait que j'avais cette envie et ce besoin de mettre un stop à cette routine parisienne. Métro, boulot, dodo. J'étais en perte de sens de ma vie, en fait. Sincèrement, je faisais les choses par automatisme. L'Occident te pousse beaucoup à la consommation. Je dis toujours que l'Afrique m'a redonné de l'humanité. Je n'étais plus concentrée sur l'humain. Alors que je suis dans les ressources humaines. Mon métier, j'étais dans les ressources humaines. Mais les ressources humaines, ça a une dimension très stratégique.
Et même au niveau de mon quotidien, je me suis rendu compte qu'effectivement, Paris, ça te pousse à ça, hein, à te déshumaniser un peu et à penser qu'à ta tête parce que tu es en mode survie en fait. Et alors, 1 an plus tard, tu as le sentiment que ça a répondu à tes attentes, tu as retrouvé un peu plus d'humanité? Ah mais totalement. Et c'est ce qui fait que je suis aussi stimulée d'être ici. C'est que justement, ça a réveillé ça chez moi. Le fait que tu ne passes pas inaperçu. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je sais pas, moi, demain, je perds ma clé, ça devient tout mon bâtiment, c'est quelque chose, tu vois, ça va être une affaire publique, quoi. Oui. T'es jamais vraiment seul, en fait. On n'est jamais vraiment seul. Et il y a une phrase qu'on m'a dite quand on arrive en Côte d'Ivoire, tu arrives en Côte d'Ivoire seul, tu repars toujours avec des amis. Et c'est vrai. Alors, il y a un côté très superficiel dans les relations, qui n'est pas vraiment une généralité, mais effectivement, il peut avoir un côté très superficiel et ça peut être difficile d'avoir des relations authentiques. Mais il y a le côté où les gens ont vraiment de l'intérêt pour toi et tu te sens vraiment vu. Et sincèrement, c'est ce qui a fait que je suis restée 1 an. Il y a énormément de gens qui m'ont aidée comme si c'était des gens qui faisaient partie de ma famille, quoi. Et qui derrière n'attendaient rien, parce que c'est vrai qu'on a souvent un peu cette peur qu'on va nous arnaquer, qu'on ait des porte-monnaies ambulants, sur pattes et autres. Et je pense que ça, on peut se permettre aujourd'hui de le relativiser. Il y a des arnaques. Oui. C'est clair qu'il y a des personnes qui sont là par opportunisme. Ouais. Mais moi, une petite anecdote. Une fois, j'étais allée bosser. En fait, le campeur n'était pas encore avec moi dans mon garage, pas de mon appartement. Je l'avais garé chez des amis en attendant de prendre mon appart. Et j'étais allée bosser toute la journée dans le campeur. Et j'avais oublié de prendre de l'eau. Donc j'ai vraiment fait 9h, 16h, tu sais, dans le truc et tout, j'avais soif, quoi. Ouais. Donc je sors de chez mon pote et je vois une vendeuse d'eau qui passe. Bon, on m'a dit de ne plus jamais boire cette eau, en l'occurrence, je vous dis pas pourquoi, mais c'est les vendeuses d'eau en sachet là. Ouais. No go. Vous me direz en off parce que du coup, t'en prends pas mal. Pas en off, mais la manière dont c'est conditionné et où est prise l'eau et tout, no go. Donc à ne pas faire. En tout cas, surtout pour nos petits estomacs fragiles. Ouais. Donc bref, en fait, la dame passe et je l'arrête, je lui dis que je veux un sachet d'eau. Donc sans souci, elle commence à me sortir le truc. Puis je commence à chercher dans mes poches, je vois que j'ai pas d'argent et elle se rend compte qu'elle a pas d'eau fraîche. Et je lui dis je suis désolée, en fait, finalement j'ai pas d'argent, donc je peux pas, j'ai pas de petites pièces, que j'ai que des gros billets, je peux pas. Elle me fait non, attends. Et elle m'a fait un sprint de 50 mètres. Elle allait voir une de ses camarades, elle lui a récupéré un truc d'eau et elle me l'a ramené et elle me l'a donné en me disant non mais c'est bon. Et là en fait tu la regardes et tu dis mais attends, tu dois gagner 2000 à 5000 fois ce qu'elle gagne au quotidien et en fait elle est prête quand même à faire ça, quoi. Et là franchement je vous en parle, j'ai des frissons dans le cou et c'est ça en fait. Mais c'est exactement. Mais en France, qui va faire ça pour toi? Tu rentres dans un bar, tu dis je veux de l'eau, on dit mais madame. Mais je dirais même tu demandes juste ta route. Tu es déjà arrêté dans Paris et puis t'as un peu perdu et puis tu veux demander ta route au jour. Non mais moi le nombre de stops que je me suis pris. Ah oui, tu te prends des vents, mais vraiment. monumental. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'effectivement, cette chaleur-là, on va le dire encore et encore, mais c'est réel. Et tant que tu ne le vis pas, tu comprends pas. Tu comprends pas, et c'est difficile de l'exprimer aux gens. Oui. Moi, je le dis toujours que je suis venue en Côte d'Ivoire par rapport aux gens. C'est ce qui m'a attiré le plus, et j'arrive pas à l'exprimer aux gens. Je leur dis toujours, venez pour voir. Et ça, je te rejoins totalement là-dessus, totalement. Moi, pour revenir juste sur ce que tu disais, sur le fait d'avoir eu ce sentiment un peu d'avoir perdu du temps, ou tu dis pourquoi j'ai pas fait plus tôt. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Alors, pour moi, parce que nous, on a vécu au Congo d'abord, avant d'arriver aussi en Côte d'Ivoire. Et moi, depuis un moment, je voulais partir vivre à l'étranger, avant de rencontrer ma femme. Et j'ai cherché à faire des VIE. Ouais. Et les VIE, en fait, moi, je me suis concentré sur les VIE en Amérique du Nord, au Canada et je me prenais plein de stops. Parce que tout le monde allait là-bas. Je comprenais pas, et c'est un moment, ça m'a énervé, du coup, j'ai continué ma vie. Et quand je suis arrivé sur le continent africain, j'ai vu en fait qu'il y avait plein de VIE qui avaient commencé par là et qui maintenant, après, ont fait des carrières ici. J'ai dit, mais Donald. Et il y a un gros budget VIE. Ouais, j'aurais dû le faire avant. Et ça fait un moment que je serais venu sur le continent africain. Mais pour rebondir là-dessus, moi, j'ai eu une prise de conscience dernièrement, justement, où j'ai regardé, on a un groupe de VIE, où il y a la plupart des VIE, justement, qui sont de Côte d'Ivoire sur ce groupe-là. Et pas que des VIE. Et pas que des VIE, mais souvent dans les... Ça ne me met pas avant, mec. Ne me mets pas avant. Pardon. Il y a beaucoup d'estro dans ce groupe. C'est clair. Mais j'ai eu une prise de conscience où je
me suis dit, en vrai, il y en a très peu, c'est des Africains. Oui. La plupart des VIE qui sont installés en Côte d'Ivoire, Ah oui, effectivement. qui viennent de la diaspora, ne viennent pas de la Non, pas diaspora d'origine, afro-caribéenne, par oui, exemple. tout à fait. Il y a beaucoup d'Européens. Donc, en vrai, il y en a très peu qui s'intéressent vraiment à l'Afrique. Hein. Oui, c'est dommage, hein, c'est dommage. Je me permets du coup une question parce que tu viens de parler de la communauté afro-caribéenne. La communauté caribéenne, ici en Côte d'Ivoire, ça représente quoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes originaires de Guadeloupe, de Martinique, qui s'interrogent pour venir. Je pense que c'est peut-être encore plus un défi pour elles que pour nous qui venions régulièrement et qui avons gardé des contacts. Du coup, ici, l'accueil, est-ce qu'il y a une communauté? Enfin, comment ça se passe? Comment toi, tu l'as vécu? Alors, moi, j'ai été très vite intégrée dans cette communauté afro-caribéenne, parce qu'elle existe. Hein. D'accord. En fait, il y a un groupe des Antillais de Côte d'Ivoire. Ouais. Il y a une association aussi qui existe. Ok. Intéressant. Des Antillais de Côte d'Ivoire qui demandent un peu plus de dynamisme, mais qui existe. Et en fait, on a quand même une communauté caribéenne ici, hein, en Côte d'Ivoire, où on fait certaines choses ensemble. Après, comme je te disais, sincèrement, en plus, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à notre culture. Donc, je pense que des Caribéens qui arrivent en Côte d'Ivoire, par exemple, ne seront pas forcément dépaysés et vont reconnaître pas mal de choses de la culture qui se retrouvent ici. Ok. Mais Très ça bien. existe, ça existe. On te redemandera sûrement le nom, le contact de cette association. Oui, bien On sûr. le mettra dans les commentaires pour permettre à d'autres personnes qui C'est sont ça. intéressées de la voir. Bien sûr. Alors, toujours dans la dynamique de l'installation ici, alors nous on aime bien dans ce podcast avoir des infos vraiment pratico-pratiques. Ouais. Quand t'es arrivé, t'es venu avec combien de bagages? Est-ce que t'es venu avec toute ta life ou est-ce que t'es... Je suis venue avec 2 valises. 200 valises? Ouais. Oh, ça va. Je suis venue avec 2 valises et j'avais fait venir vous savez, des trucs j'ai vraiment fait un truc daronne. Les cantines là? Les sacs, les espèces de sacs. C'est ça que t'as dit? Non, juste Il faut qu'on la respecte quand même. ce qu'on appelle du barrique là. C'est quoi ça? Des Ah sortes de oui, gros les tonneaux, trucs bleus, là, les tonneaux bleus, oui, bleus, effectivement. Ah, je connais noirs, pas ça. avec les- En fait, il y a beaucoup de transitaires entre la France, je me permets de dire la France, mais sûrement en Europe, et l'Afrique, Oui. qui font venir, tu sais, les espèces de gros... Tu les retrouves d'ailleurs, ici, ils les utilisent pour récupérer l'eau de des tonneaux bleus. Exactement. Ah d'accord. Et donc, en fait, tu remplis plein de C'est un trucs vrai truc dedans. de Je crois que c'est un 200 € comme ça, Ouais, et ça arrive au bout d'un mois. D'accord. Ouais, bah, ça arrive par bateau. Donc, Oui, mais ça arrive en un mois, moi je trouve que ça va. Au bout d'un mois, c'est bon. Si tu prévois, si tu as ta date de départ, Oui. tu prévois ça arrive en même temps que ton arrivée en fait. Oui, Donc voilà. du coup, si tu te prends un mois à l'avance, Écoute, tu moi, remplis le truc. moi, j'avais fait ça. j'ai resté au tonneau. Enfin, Hein ça fitait pas trop les tonneaux. Ouais. Donc en fait, ils proposaient aussi des gros cartons. C'est des espèces de Ah, je savais pas. de gros cartons. Mhm. Et donc moi, j'en ai fait venir deux costauds. Ah, quoi. je savais Ça me pas. faisait kiffer. J'ai bien ramené 200 kilos en fait. Bon, je t'avouerais que pour ça, je me Ah suis oui. vraiment. Ah Ah ouais, ça, j'avais- c'est génial. Ouais, Ouais, et ben, t'as je ça, te refilerai les Je savais contacts. pas. En fait. Parce que moi, Et ça se franchement, passe très bien. Je me suis reposée sur mon amie qui était ivoirienne, qui connaissait. Mhm. Donc j'ai d'accord, pas donc cherché. Donc on a pris la solution barrique. Bah, Mais ça du coup, aussi, dans on ça, j'ai mettra mis, les contacts pour les personnes qui veulent venir, Ouais. parce que ça coûte vraiment un prix raisonnable. C'est pas au kilo, c'est vraiment au volume du carton. Oui. Et tu peux mettre vraiment pas mal de choses. Ouais, bah pour le coup, moi, c'était pas autant. Hein. Je pense pas que j'étais dans les. Moi, j'ai vraiment. Je pense ouais. que j'étais dans les 100 kilos grand maximum. J'ai mis une bouteille de gaz, j'ai Ah mis toutes mes ouais. casseroles, mes assiettes. Ah ouais, moi par contre, tu vois, je suis arrivée sans Mais 100 ça. 100 kilos déjà, c'est énorme. Toi, t'étais à 200 kilos. Ouais, j'ai deux Non, moi cartons. je pense même pas que je fasse. Et il y avait aussi beaucoup les équipements pour le campeur. Parce que, en fait, ça, quand ça le prend, véhicule d'accord. est parti par bateau, Ouais. normalement, tu dois quand il monte sur le bateau, il faut qu'il soit vide. Donc, tous les équipements, les assiettes, les verres, tout ce que j'avais pris pour aménager le Airbnb sur roue, sont passés par carton, y compris la bouteille de gaz. Tu sais, j'avais une bouteille de gaz spécifique. À elle seule, elle fait 15 kilos, quoi. D'accord. Et il a fallu que je gère comme ça. J'ai fait pas mal de devis comparatifs avant de tomber sur ce gars-là. Et j'ai fait venir d'autres choses après. Franchement, c'est très pratique. Ok. Là aussi, on mettra les coordonnées Ouais. pour ça, quoi. Mais moi j'ai voulu un peu que ce soit aussi un peu thérapeutique de tout laisser en France.
C'est-à-dire que vraiment, je commence une nouvelle vie, quoi. Ouais. Et que j'avais pas Table forcément rase. envie d'avoir ma déco, des trucs. Revenir, voilà. Ouais, parce que j'avais envie de lâcher, en fait. J'avais envie de lâcher tout ce que j'avais en France. J'ai tout vendu. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que t'as vendu ou t'as mis dans un Non, truc, j'ai vendu. t'as vendu. J'ai vendu, en plus, au même moment où moi m'installais, mon seul pied-à-terre que j'avais qui me restait à Paris, c'était ma sœur. D'accord. Et à ce moment-là, ma sœur, elle partait 6 mois après, elle repartait en Martinique. Donc ça m'obligeait en fait à ne pas stocker des choses. D'accord. Donc j'ai tout vendu, j'ai donné à des associations, etc. Et j'ai laissé plein de choses à Paris et je me suis dit, bon, on commence une nouvelle vie et en vrai, ça va faire du bien de faire un peu de tri et de se reconcentrer sur l'essentiel. Exactement, d'accord. Mais t'as pas eu trop de mal du tout à te rééquiper? Ça s'est passé comment? Oula. Voilà pourquoi je suis venue avec 200 kilos. Moi, j'avais l'expérience du Gabon, je savais que c'était une grande aventure. Ouais, non, mais Ah oui, donc toi tu parles vraiment du Gabon. Alors moi, en fait, j'ai 3 vies du coup. Donc j'ai une partie de ma vie qui est encore au Gabon. J'ai une partie de ma vie qui est dans une cave en France. Et j'ai une partie de ma vie qui est en Côte d'Ivoire ici. À moi seule, je fais 3 tonnes. Un conteneur sur C'est un peu chaud, mais ouais, c'est pour ça que quand tu parlais de ta stratégie du vide, je me suis dit, pendant que tu parlais, je me suis dit, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Parce que là, en fait, j'ai des affaires qui sont un peu partout. Parce qu'à chaque fois que je pars, je ramène ce que j'appelle mes doudous affectifs, ce qui fait que très rapidement, je m'installe vite et je me sens bien installée. Ouais, tu vois. Et donc, j'ai pas cette période de latence où en même temps, je suis en train de gérer plein de choses et en train de gérer mes assiettes. Tu rigoles, moi j'ai ramené du liquide vaisselle. Ah mais par contre moi j'ai ramené des produits ménagers aussi. Mais bien sûr. C'est un truc de femme. Mais parce qu'en fait quand t'arrives, s'il y a une chose que t'as pas envie de faire, c'est d'aller dans un centre commercial. Et t'as acheter des plein trucs d'autres sujets à gérer en fait. C'est exactement. Donc tu l'as sous la main, t'as déjà ton le lit, ton truc et café, tout. les trucs de base. Mais quoi. bien sûr. Ouais. Moi j'ai pas honte. Moi j'ai j'assume. ramené tout ce qui est aussi produits d'hygiène, tu sais, Mais genre gel douche et tout. T'aimes avoir ton petit gel douche qui sent bon. Ok, t'es habitué, voilà. Tu vas gagner. Mais attends, allons plus loin. À chaque fois que je rentre en France, mais je ramène des quoi pâtes. Mais moi aussi. Donc il y a ta marque de pâtes à laquelle tu es attaché. Oui, je ramène des pâtes. J'ai une valise de course. De l'huile d'olive. Ah ouais. Alors c'est vrai que ça j'entends souvent ça, des personnes qui viennent avec une valise de fringues, d'habits et une valise de bouffe. Oui. Ah oui. Toi quand tu vas en France, tu reviens toujours. Doudou affectif, enfin, ça te permet quand même, on va pas se mentir. Hyper cher aussi ici. D'abord, ça coûte cher. Et il y a des moments, tu sais, quand tu vois le prix du paquet de chips, tu fais non, c'est ça. non, je vais pas acheter des chips et tout. Et donc effectivement. Alors sur la bouffe, il y a certains produits forcément qui sont mieux en France, le fromage, comme ça, voilà. L'huile d'olive. Oui, voilà, certains trucs. Mais de là à faire une valise de bouffe. Ouais. Moi, je fais une valise de bouffe justement sur les choses qui sont un peu plus chères ici, que j'ai du mal à trouver aussi ici. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et que sur une valise, en fait, tu arrives facilement à faire à faire des économies de 100 à 200 euros sans problème. Alors, on n'est pas en mode rapia, mais c'est juste qu'en plus, il y a la qualité des produits. C'est certaines pâtes, c'est certaines huiles. Oui, c'est surtout ça en effet. Ouais. Et donc, ça fait plaisir de les avoir sous la main. Et disons-le nous tous, il y a des moments où tu es dans le creux de la vague. Ouais. Et là, en fait, tu es content de ta petite série Netflix et de ton plateau fromage charcuterie avec ton pain que tu as pris au café des... Franchement, ça fait du bien. Donc, ça rappelle. D'accord. De toute façon, on a le pied entre les deux. Enfin, on est vraiment... Il y a toujours un pont. Et même, il y a des gens qui sont là depuis 15-20 ans qui continuent de faire ce pont-là. Exactement. Je pense que ça ne changera pas. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais pour répondre à ta question, parce que tu m'as posé la question de est-ce que ça m'a fait bizarre au niveau du confort, est-ce que j'ai pu essayer de retrouver un minimum de confort. Alors j'avais ramené des choses comme ma machine à café, des choses comme ça, des choses basiques. Mais moi, surtout que quand je suis arrivée, pour la petite anecdote, je n'avais pas du tout prévu de m'installer. En fait, j'arrivais dans un confort. Comme je te disais, mon associée, c'était ma meilleure amie d'enfance. Et elle avait de la famille ici. Donc quand on est arrivé, on avait un appartement de sa famille. Donc tout équipé. Donc je me suis même pas posé, ne serait-ce qu'une seule fois, la question de comment je vais m'installer en Côte d'Ivoire. Tout. Je suis arrivée, le truc il était déjà là. Ça m'attendait. On avait un appartement qui nous attendait avec tout équipé. Donc c'était pas du tout... Le retour à la réalité. Et le retour a été au bout de 3-4 mois, de trouver un appartement. Je savais même pas comment on faisait pour trouver un appartement ici. Je me suis dit, tu sais, en France, t'as des sites un peu officiels. Oui, plus ou moins, des sites logés.com, tout ça. Va trouver un appartement, tu connais pratiquement personne. À ce moment-là, je connaissais pratiquement personne. Internet.
Internet, ok, mais tout le monde, tu lis sur Internet aussi qu'il y a énormément d'arnaques dans le logement ici, donc je savais pas comment m'y prendre, etc. Ouais. Et donc c'est une amie que j'ai connue à mes débuts qui m'a trouvé un appartement, qui a pu me faire rentrer dans l'appartement. Mais j'avais pas la réalité des 5 mois à avancer. Parlons-en aussi, mais j'avais pas surtout prévu ce budget-là pour tout de suite. Donc ouais, il y a plein de choses qui ont été quand même. Mon installation a été très très compliquée. Et qu'est-ce que tu as eu le plus de mal à sourcer ici pour ton installation? Tout ce qui est meubles. Ok. Et équipement, parce qu'il y a vraiment, on te livre l'appartement sans rien. C'est-à-dire que autant qu'en France, t'as un minimum d'équipement, t'as rien. T'as même pas une gazinière, t'as rien. Donc tout ce qui est meubles et équipement ménager, ouais, je trouve que c'est déjà soit c'est un vrai billet qu'il faut mettre pour avoir quelque chose de quali qui va pas te lâcher. Ouais, tout à fait. Et puis meubles, j'ai dû faire. D'accord. Il y a aussi l'astuce, tu sais, du seconde main qui fonctionne très bien ici. C'est vrai. Avec tous les groupes WhatsApp. Oui, et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'était des groupes qui étaient essentiellement faits par les expats. Et donc, au niveau quand ils partaient, quand ils faisaient les roulements, ils revendaient leurs biens. Aujourd'hui, tu as les Ivoiriens aussi qui sont dedans. Et tout le monde, en fait, moi, je t'avoue qu'il y a une bonne partie de mon ameublement que j'ai fait comme ça. Après, ça prend du temps. Oui, parce que sinon, tu as un canapé rouge et une table verte. Voilà, donc faut prendre le temps de trouver des choses qui fit. Mais ouais, ça fonctionne plutôt bien aussi pour avoir des tarifs. Ou s'adresser à l'artisanat local. Oui. Aussi. Tout ce qui est vers Grand Bassam, etc. Il faut pas hésiter parce que pour le coup, les Ivoiriens sont pas forcément très fans de tout ce qui est local. Ils sont plus sur des trucs importés. Un peu plus, ouais. Donc généralement, tout ce qui est local, avec du bois local, etc., ça coûte moins cher. Ça fonctionne bien aussi. Ouais. Tout à fait. Du coup, pour cette installation, cet aménagement, cet appartement que tu n'avais pas prévu de prendre, financièrement, du coup, tu t'étais pas réellement préparé à ça. Non. Mais aujourd'hui, du coup, je vais le reformuler autrement. Aujourd'hui, si tu devais te préparer à ça, tu penses que tu aurais dû prévoir combien d'années d'épargne pour le vivre vraiment sereinement? Parce que je suppose, dans ce que tu décris, qu'il y a quand même eu des moments de rush, quoi. Ma chance, entre guillemets, c'est que j'avais quand même fait des économies. Mais j'avais fait des économies pour après. Sauf que là, je suis en train déjà j'ai dû commencer à les consommer dedans. Oui, j'ai dû prendre. C'est ça. Donc, je pense que moi, comme on disait la dernière fois, je pense qu'il faut au moins 2 ans d'économie. 2 ans. Pour être. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on est d'accord. Pour le volet entrepreneuriat. Oui, on dit souvent 1 an. C'est pour ça que c'est intéressant. Non, moi, je pense qu'il faut 2 ans. Parce que Abidjan, c'est cher. Surtout si on s'installe à Abidjan, c'est très cher. Et je pense que pour avoir une charge mentale, et puis on va pas se mentir, on n'a pas autant d'aide du gouvernement. Donc autant que justement qu'on s'installe dans des pays où il y a beaucoup plus d'aide gouvernementale pour accompagner les entrepreneurs sur la partie financière, là c'est beaucoup plus facile, on peut se dire 1 an, parce qu'effectivement le temps que ta boîte prenne, etc., tu peux essayer après de t'en sortir et te payer. Mais ici, il n'y a pas énormément d'aide financière. Donc, non, moi, j'aurais dit 2 ans pour ne pas avoir cette charge mentale de tout le temps te calculer à la fin du mois. Et de se sentir très vulnérable. Ouais. Alors, par contre, je vais tuer un mythe. Moi, mon projet a reçu des fonds. Les fonds sont dédiés au projet. Ça n'éteint pas la tension que tu as à titre personnel, parce que tu ne te rémunères pas dedans, tu n'as absolument pas le droit. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça booste ton business, qui est bien. Sûr. Donc ce qui veut dire que tu gagnes du temps, mais derrière, la gestion du quotidien est la même. Et souvent, j'ai un ami qui me dit vas-y, arrête de faire ta pince. On ne voit pas de qui tu parles. Et en fait, la réponse que je lui fais, c'est concrètement, la trésorerie, je l'ai. On va pas se mentir, la trésorerie, elle est là, elle est sur mon compte. Sauf que comme je dois ménager le temps, quand je dois projeter sur le temps et que je sais pas à quel moment, en fait, je vais vraiment pouvoir me payer, puisqu'aujourd'hui, le business, il s'autofinance, quoi, tu vois. Je suis obligée de rationner, de faire attention. J'ai une copine qui avait lancé un business, dans la mode, c'est particulier. Elle s'est retrouvée dans une situation où, banqueroute, mais quand je dis banqueroute, c'est banqueroute, avec endettement, incapacité à retrouver du boulot, enfin vraiment, tu sais, t'es dans un truc, enfin je sais même pas, enfin elle est vraiment très très forte, je sais pas comment elle est repartie. Et son exemple, je t'avoue que dès le départ, je me suis dit oui, il faut que je fasse tout pour éviter de me retrouver dans cette situation-là, quoi. Après, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il faut accepter qu'on a tous des chemins différents entrepreneuriales, et du coup, c'est important de s'adapter. C'est-à-dire que moi, je vois, j'ai une amie, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle aussi, elle s'est retrouvée à avoir des difficultés financières.
Et je lui ai dit, mais il faut pas avoir honte de retourner dans le salariat. Exactement. On va pas se mentir, au bout d'un sûr. moment, il faut arrêter de forcer aussi. Des fois, ça n'enlève pas ton projet de cœur et tu pourras toujours continuer à le faire. Et le mérite que tu as eu de réaliser ce que tu as Exactement. réalisé. Mais des fois, il faut savoir aussi retourner dans l'entrepreneuriat, dans le salariat. Ouais, bien Dans le sûr. salariat. Après, il y a une espèce d'alternative entre les deux, qui est le freelance. Oui. Et moi, ou c'est le un peu freelance. l'option que j'ai retenue parce que tu dis, bon, bah, à un moment donné, tu t'investis pour un autre projet, Oui. mais tu peux retrouver ta liberté Exactement. rapidement. Mais il faut trouver les missions aussi. Ce Oui, qui n'est c'est pas- ça. Ce n'est pas évident, C'est pas quoi. vrai, c'est ça. Mais il ne faut pas avoir peur de justement De repartir. envisager Ouais. le salariat. Et même quand on s'installe, peut-être même c'est commencer l'entrepreneuriat de manière plus douce. Mhm. C'est commencer peut-être en arrivant sur le territoire avec un poste salarié. C'est ça. Et puis petit à petit, tester son marché, etc. Et lâcher notre poste salarié pour se lancer vraiment dans Dans l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, Moi, je pense que ouais. sincèrement, si je devrais le refaire, peut-être que j'aurais commencé comme ça. Oui, parce qu'en fait, tu t'imposes beaucoup de défis dès le départ, C'est ça. Ouais. en cumulant tout un tas La de... charge mentale est elle est, extrême. elle est très élevée, Ouais, ouais, ouais. Exactement. clairement. Écoute, après 1 an, oui, ça fait 1 an que tu es là déjà. Est-ce que tu saurais dire un peu quel est le quartier de prédilection pour toi pour un repas qui vient vivre à Abidjan? Est-ce que tu as déjà repéré un peu les zones Au niveau du logement, Ouais, où il faut l'habiter ou pas? moi j'adore la Riviera. Riviera. Palmeraie. Je précise 3-4. La 2 là. La 2 là, parce que là, le fameux rond-point de la 2. on connaît. Voilà, on connaît. C'est bien, ouais. Moi j'aime beaucoup. Parce Ouais. que sincèrement c'est résidentiel, c'est assez calme. C'est bien. Et puis je trouve que t'es dans Cocody, mais t'es aussi pas trop loin de la zone 4 où il y a quand même un fort potentiel économique aussi, Ouais. donc qui fait que t'as aussi pas mal de clients là-bas. Donc moi je trouve que c'est mes quartiers de prédilection. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, ton logement, satisfaite? Oui et non. Je Mhm. suis satisfaite au niveau de mon logement. Je suis tombée sur du neuf. C'est grand pour une seule personne. Franchement, j'ai 2 chambres, des salles de bain à chaque chambre. J'ai un grand salon, une grande cuisine. Franchement, j'adore mon appartement. Donc vraiment, il y a des appartements de standing ici. Enfin, Oui, il y a des moyen de appartements trouver de des standing. appartements qui Alors là, ça pour correspondent, le coup, oui. En plus, à un prix raisonnable. Mhm. à savoir. À savoir, moi, je paye 320 000. Donc, Ouais, c'est à peu près effectivement. 500 €. Oui, non, c'est Ah oui, Donc, plutôt raisonnable. c'est- Oui. oui, c'est très bien. Ah Et en plus, ma zone est bien parce que je suis à Angré, donc je suis pas trop loin de la. T'es en intermédiaire, en fait. Oui, du Vallon. Oui. Et donc du coup, ça va en termes de déplacement. Je galère pas trop. Je suis pas dans Angré où il y a des embouteillages et que c'est insupportable. Tout début dans le Je suis au tout début d'Angré, C'est ça. voilà, exactement. Donc voilà. Après, je trouve qu'en termes de bruit, par contre, on va pas se mentir. Moi, j'ai une église à côté. C'est une des réalités qu'on a. Et Ah oui. en fait, tu vois, par exemple, c'est le truc que tu vas jamais te dire à Paris parce que personne va à l'église. Donc, mais ici, les gens vont à l'église. Et donc, le dimanche matin, Voilà. j'ai Jésus dans la maison, tu vois. Donc, Jésus dans la maison, ouais. Préciser que les églises, finalement, sont pas dans des églises en tant que telles. En fait, c'est des maisons qui sont Exactement. Voilà, reconverties voilà, ça va. en lieu de culte, en fait. dans des lieux Et de donc, tu es culte. vraiment dans c'est de l'habitation, et puis juste en bas, Voilà. t'as la sono. C'est Ouais, ça. j'avais Mais pas nous, ça, en fait. nous aussi, on a le même souci. Nous, on est à Marcory. Ouais. Mais, bon, déjà que c'est très animé Oui. la semaine, et tu rajoutes encore plus ça le week-end, donc Ah ouais, tu as non, du mais- bruit tout le temps. Après, en vrai, pour le coup, tu ne t'ennuies jamais chez toi, quoi. Ouais, mais T'as tout le temps l'animation, c'est ça, voilà. je suis croyante, hein, mais les Alléluia, Ouais. les trucs, putain, et la musique et tout, enfin, j'adore, mais il y a un moment donné, il y a des fois, tu as envie d'être ah au oui, calme. non, ouais. Si tu vas aller à l'église, tu vas à l'église. hein. Ouais. Mais ça, c'est un témoignage qui revient souvent. D'ailleurs, Ouais. même dans les groupes, dans certains groupes de VIE, dans lesquels nous ne sommes pas, Non, du tout, pas du tout. mais souvent, enfin moi j'en ai vu des gars qui disaient ouais mais attendez là je comprends pas la zone 4 souvent d'ailleurs. On disait bah, ouais non mais y en laisse a. tomber, ça fait 3 jours on dort pas, c'est la Pâques, c'est pas qui nous. Non, mais c'est surtout le dimanche matin. C'est-à-dire que des fois, quand tu Ouais. sors le samedi soir, t'as le dimanche matin, 8h, des chants. C'est la bénédiction. J'accepte. Bah justement, on parlait de logement. Mm. Je sais pas si vous avez remarqué que les factures d'électricité ont fortement augmenté. Je sais pas Oui, si oui. vous l'avez vu. Ah oui, bien sûr. Et Oui, que oui, pour oui. autant, il n'y a pas moins de coupures. Mhm. Donc, bon, déjà, ça coûte plus cher, mais les coupures d'électricité, à quel point, en fait, ça impacte... bon, je te pose d'ailleurs la question à toi aussi. Ouais. Bah, votre quotidien aujourd'hui.
Alors, en ce qui concerne les coupures d'électricité, je trouve que moi, parce que nous avant on était au Congo, donc il y en a beaucoup moins qu'au Congo. D'accord. Au Congo, il faut vraiment y vivre avec un groupe électrogène. Ouais, c'est pareil. Ici, il y en a de temps en temps, mais tu vois, il y a eu une grosse période des coupures d'électricité là, et tout le monde était un peu En galère. En galère, voilà. Même les gens, ils venaient, ils allaient au bureau pour charger leur téléphone. Tellement ils étaient en galère, voilà. Tu voyais vraiment que c'était quelque chose qui était surprenant pour eux. Après, nous, on a la chance d'avoir un groupe dans notre résidence, donc ça va. Mais j'ai l'impression, de manière générale, que en termes d'électricité, la fourniture est plutôt pas mal. Plutôt bonne, voilà, d'accord, plutôt ok. bonne. Et toi, Anna? Moi, c'est un sujet sensible parce que je suis en plein dedans. Oui, ben. J'ai d'ailleurs passé une mauvaise nuit parce que justement, j'ai eu une coupure d'électricité il y a 2 jours et j'ai passé une nuit horrible. Mais moi, on m'en avait déjà parlé avant que je m'installe et du coup, j'avais l'impression que vraiment, ça allait être horrible. Et pour le coup, en 1 an, franchement, je les compte sous les doigts d'une main. C'est pas le truc qui arrive de manière hyper récurrente, quoi. C'est ça, ouais. Pour en ça, tout cas, très peu de temps. Ça dure pas longtemps, oui, généralement, c'est une demi-heure. Franchement, j'ai déjà eu 1 heure, 2 heures grand maximum. Mais sinon, c'est pas très long. Donc, j'avance dans votre sens. Moi, je pense que j'en ai eu jusqu'à une demi-journée quand même. Ah ouais. Mais elles étaient assez rares. Oui, et c'est vrai ça, que c'est très rare. Abidjan est plutôt bien alimenté. L'autre sujet de fond, les coupures d'eau. Ah. Bah, tu vois, ça, moi, je suis pas du tout concernée. C'est vrai? Moi, non très plus. rarement aussi. Ouais, Et ben, Riviera Palmeraie, ma chère amie, régulièrement. Oui, à ce qui Et paraît. donc, du coup, bon, je le faisais déjà au Gabon parce que même si le Gabon est un pays qui est recouvert d'eau, on a régulièrement des coupures à Libre. On avait régulièrement des coupures à Libreville. Ici, ben, t'as vraiment le tonneau, quoi. Parce que le matin, tu te réveilles, tu vas aller au taf et tu ouvres le robinet et ça fait cric. Et tu fais oups. Bah, c'est pas assez connu pour la Palmeraie. Je suis désolée de. Voilà. C'était connu. Bah, tu vois, mon étude de marché. Tu savais, toi. Mais fais ton étude de marché. Ce soir, quand même. Renseigne-toi, madame. Du coup, je confirme, je l'ai expérimenté. Et donc, ça veut dire les salles de bain équipées de seau. Enfin bref, c'est con, mais c'est des petits trucs qui peuvent te sauver la vie. Ouais, bah, pour le coup, sincèrement, moi, je suis très peu concernée. J'ai dû avoir une coupure d'eau en 1 an. Donc pour info, Riviera Palmeraie, coupure d'eau. Donc réfléchissez-y avant de venir ou équipez-vous de tonneaux bleus, les gros tonneaux bleus. Il faut faire venir les ses tonneaux. affaires. Le fameux tonneau, voilà. On a connecté les dots. Ok, non mais très bien, j'avais envie d'avoir un peu votre retour sur ça. Est-ce que toi tu envisages d'investir en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une idée qui te passe par la tête? Et oui. Si oui, est-ce qu'il y a un secteur dans lequel tu aimerais bien investir? Oui, je souhaite investir dans l'agriculture, j'aurais bien aimé, parce que c'est un secteur porteur. Et puis, même c'est un secteur qui m'intéresse, très honnêtement. Donc, j'aurais énormément aimé investir là-dedans, dans le logement, bien sûr, parce que, comme on dit dans son patrimoine, généralement, le logement, c'est ce qui est le plus sûr et qui est le plus rémunérateur, entre guillemets, sur le long terme. Donc, oui, j'aurais bien aimé investir dans ces 2 domaines-là. Et pourquoi pas le domaine de la beauté aussi, qui est c'est un secteur qui est en forte expansion sur le territoire. Et qui ramène beaucoup d'argent. D'accord. Il y a beaucoup d'acteurs, moi j'ai l'impression, ce que je vois, il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine de la beauté. Est-ce que tu n'as pas peur du coup de ne pas savoir te démarquer? Je trouve que justement, il y a beaucoup d'acteurs, mais il y a peu d'acteurs qui apportent de la nouveauté et de l'innovation par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Quand on compare par exemple aux Inno sur la beauté, sur le secteur de la beauté aux États-Unis, qui impactent beaucoup Paris du coup, et qu'on compare justement à ce qui est en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites en Côte d'Ivoire. Qui ne sont pas encore arrivées ici? Non, qui ne sont pas encore arrivées ici. En termes de machines, je pense que c'est peut-être pour ça aussi, en termes d'équipement de machines ou même de technique, il n'y a pas encore le savoir-faire ici, pas du tout. D'accord, mais il y a encore la place pour ça, tu penses? Oui, je pense qu'il y a pas mal d'inno à importer ici, quoi. D'accord. On a parlé d'une nana qui a lancé une marque. Elle travaille plus. Son entreprise lui génère vraiment. Et quand on te donne le nom de la marque, tu fais ah ouais. Toi, tu croirais pas, mais en fait, les femmes consomment énormément. Et il y a encore effectivement une grosse marge. Et ici, les femmes n'ont pas peur de mettre le budget dans la beauté. Dans l'esthétisme. Ça, par contre, on le sait, ça. Là, c'est pas une croyance. Non.
Mais Non, mais c'est connu. C'est pas une croyance, c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis c'est un secteur, pour le coup, je pense qu'il est c'est très intéressant d'investir là-dedans. Surtout si tu apportes de la qualité. Voilà, de la qualité, un positionnement haut de gamme aussi, parce qu'il y en a très peu. Il y a beaucoup qui répondent à monsieur et madame tout le monde. Je pense qu'on est un positionnement haut de gamme, déjà on se démarque. Ouais. Et au-delà de ça, qui ramène aussi de l'innovation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez redondantes sur le secteur de la beauté ici. Alors on parlait des femmes et de la beauté. Ouais. Donc là, on passe en mode béret. Les quack-patos. Les vrais sujets. On aime ça. Est-ce que toi, quand tu es arrivée, charmante... J'ai dit que je ne répondais à aucune question qui me poussait à avoir un appel de ma mère après. Je vous ai prévenu. Donc il y a des questions, je vais faire joker. Nous, ici, on respecte les mamans. Bonjour, maman. Hello. Non, la question, elle est pas si tendancieuse que ça. Oui. Je sais que moi, quand je suis arrivée, donc je suis arrivée seule, on m'a dit, mais Ismène, laisse tomber, tu vas te faire attaquer de partout. Enfin, fais attention, reste focus, ne te fais pas détourner, les Ivoiriens, ils ont pas peur aux yeux, ils y vont franco, enfin, tu vois, beaucoup d'alertes. Et j'aimerais bien avoir ton retour sur ça, si tu as eu les mêmes alertes et ton vécu. Okay. Alors, à chaque fois que j'évoquais le fait que je partais m'installer en Côte d'Ivoire, toutes les personnes qui étaient généralement de la diaspora me disaient ça. Me disaient, fais hyper attention, tu es une jeune femme, tu vas arriver, tu seras célibataire en plus, tu vas te faire attaquer de partout, etc., etc. Donc oui, on m'en parle constamment, même quand je suis ici. Tu vois, dès que les gens, je vais me présenter, ils vont me dire « Ah, t'es célibataire ce jour !» Tu vois, genre... quelqu'un t'a pas encore rattrapé ici. Comment ça se fait? J'aime bien le quelqu'un t'a pas encore rattrapé ici. Non, mais... Déjà, le langage. Il y a vraiment le langage qui est fort, en fait. Non, mais tu vois, donc, c'est un sujet qui revient constamment, tu vois, constamment. Et alors, on se dit même, il n'y a pas un problème. Comment ça se fait? Tu aimes les femmes ou c'est comment? C'est comment ou c'est comment? Et du coup, la réalité? La réalité, c'est-à-dire? De terrain, c'est-à-dire, est-ce que tu t'es fait beaucoup... est-ce que tu trouves que la drague, elle est pesante à Abidjan ou Alors, la drague n'est pas pesante. Je veux pas mentir, je ne vais pas faire de la fausse modeste ici. Je me fais beaucoup solliciter par les hommes, mais la drague n'est pas du tout comme la drague parisienne. Je me sentais beaucoup plus épiée, entre guillemets, à Paris que ici. C'est-à-dire que je trouve que les Ivoiriens ne draguent pas beaucoup, en tout cas de manière frontale. Ça va être plus en mode soum-soum, etc. Mais je me fais pas attaquer, entre guillemets. Et ça reste toujours très poli. Oui, c'est très C'est-à-dire soft. que c'est très soft. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive très souvent. Je ne vais pas non plus faire la fille très souvent, parce que très souvent, voilà. Non, mais ça m'arrive souvent d'aller dans des endroits, par exemple, et il y a un homme qui va payer mon addition. Et il va rester un peu en retrait. La galanterie, ouais. La galanterie. Il y a cette espèce de galanterie aussi. Exactement, qui n'a pas forcément, en tout cas moi je parle de Paris parce que c'est ce que je connais, mais qui n'a pas forcément à Paris. Donc c'est totalement différent. C'est beaucoup plus, je trouve, respectueux ici. Ça peut être lourd dans le business, parce que des fois, justement, tu as des gens qui t'écrivent sur LinkedIn, quoi. Enfin, je sais pas. LinkedIn. Mais il drague partout aujourd'hui. Il drague partout aujourd'hui. Véridique en plus. Par contre, c'est un vrai sujet dont je parle avec plusieurs personnes, de plusieurs femmes de la diaspora, qu'on revient. C'est difficile de trouver un conjoint. C'est un autre sujet. Et vous arrivez à savoir pourquoi? Parce qu'il y en a sûrement d'autres qui font faire le jump en mode solo, femme, tu vois. Enfin, ce qui nous a retenu, en tout cas moi, ce qui m'a retenu de le faire au départ, j'ai clairement dit, c'est que je voulais vraiment avoir une vie de famille. Je ne l'ai pas fait. Mais oui, est-ce qu'il y a des raisons à ça? Pourquoi est-ce que c'est compliqué de se rencontrer du monde? Non, les gens sont déjà c'est casés. Ça, c'est que voilà. Les gens se marient très tôt ici. C'est une réalité. Ils s'engagent rapidement. Ils s'engagent très rapidement. Il y a beaucoup de mariages de famille. Il faut en parler. C'est aussi là où la culture joue beaucoup. Il y a beaucoup de mariages de famille. Il y a beaucoup aussi de différences culturelles dans le couple. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses de la même façon. C'est ça. Donc ça joue. Et puis il y a autre chose chez moi que je trouve qui joue beaucoup plus. C'est aussi l'entrepreneuriat.
quand t'es une femme qui entreprend, tu recherches certaines qualités chez un homme que tu vas pas forcément trouver dans la masse. Donc du coup, ça se sélectionne encore plus. Donc ça fait qu'il y a peu de gens qui peuvent fitter. Et puis il y a aussi le fait on va pas se mentir, c'est un autre sujet, mais de la façon de voir le couple. Et donc ta place dans le couple aussi en tant que femme. Et être une femme indépendante, carriériste, qui va beaucoup miser sur ce qu'est son développement professionnel et personnel. Ça peut impressionner et ça peut jouer surtout sur le choix et la dynamique de couple. Et la dynamique de couple. Donc souvent c'est ce qui revient en tout cas quand je discute avec des femmes sur le choix du conjoint. Moi j'ai eu un peu ce retour-là, pareil, j'ai des amis, des copines de ma femme aussi, pareil, qui ont du mal à trouver un conjoint. C'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. Moi je ne m'en rendais pas forcément compte, très honnêtement, je m'en suis rendu compte en m'installant. Moi je n'étais pas forcément dans la volonté de rencontrer quelqu'un parce que je lançais un business. Mais quand j'ai discuté avec beaucoup de femmes qui étaient là depuis un certain temps, qui sont célibataires depuis un certain temps, et qu'elles m'ont évoqué toutes ces problématiques qu'elles rencontraient, je me suis dit, ah ouais, donc c'est un vrai sujet. Et je l'ai entendu, franchement, de beaucoup de femmes. Je pense que il y a vraiment une réalité. Et je me un peu nostalgique, mais 17 ans, lycéenne au Bénin. Et à ce moment-là, c'était hyper dynamique. On était adolescents aussi, mais il y a beaucoup de couples en fait qui se sont construits à ce moment-là. À l'adolescence, énormément. Et au-delà des alertes que l'on m'a faites, en revenant ici, je me dis ouais, mais la drague à l'africaine. Mais en fait, comme tu dis, déjà c'est très subtil. Oui. Et surtout en fait, ils attendent une ouverture. Ouais. Si tu n'ouvres pas, il bouge pas. C'est vrai. Donc c'est très vrai. Tu vois, vraiment, le gars, il n'est pas là pour se prendre des râteaux. On n'est pas dans la on se respecte. C'est ça, voilà, donc il faut vraiment quand même donner une. Par contre, tu as des regards un peu insistants et tout. Et moi, je suis très gênée avec ça, donc du coup, je tourne la tête à gauche, à droite. C'est autre chose. Pour le coup, à Paris, c'est pas du tout. Enfin, si tu t'es fait draguer à Paris, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même dynamique. Donc, t'es pas forcément habitué. Tout à fait. C'est compliqué. Mais ça, il faut l'avoir en tête qu'on s'installe. C'est un point qu'on aborde très peu dans l'installation. On en parle très peu. On en parle très peu. C'est quand même assez intime en réalité. Oui, mais ça joue. Ça joue sur ton épanouissement, on va pas se mentir. C'est clair. Et sur la projection que tu te fais aussi. Sur la projection que tu tu fais. Moi, j'ai vraiment des personnes qui me disent que potentiellement, elles envisagent même de quitter la Côte d'Ivoire parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de conjoint. Donc c'est un vrai point. On attaque le volet business. Tu nous as déjà bien servi sur le côté perso. Merci beaucoup. Beaucoup de tips et d'informations. Exactement, ouais. Et première question business. Alors moi, c'est une petite question qui me brûle les lèvres. C'est pourquoi l'entreprise s'appelle Le Filtre Consulting? Pourquoi ça s'appelle Le Filtre Consulting? Parce que je suis déjà une grande fan de café. Donc quand j'ai cherché le nom du cabinet, je suis partie aussi sur des dynamiques en fait de ce que j'aimais. D'accord. Et le filtre, j'ai eu l'idée parce que j'étais dans un fameux coffee shop à ce moment-là, où j'étais en train de faire mon brainstorming avec mon associé sur le nom du cabinet. Et on est parti sur l'idée du café, qu'effectivement, et le filtre a matché en fait parce que c'est un peu ce qu'on souhaite faire auprès de nos clients, c'est-à-dire déjà partir de quelque chose qui est pas, parce que moi je suis sur l'ouverture et la restructuration d'établissement, donc quelque chose qui est très brouillon au début, donc comme les grains de café, pour justement moudre tout ça et après en ressortir l'une des meilleures essences, une certaine substance. Donc c'est vraiment dans cette idée-là qu'on accompagne notre client qui est justement pas forcément équipé au départ à en tirer la meilleure des substances de ce qu'il a pu mettre en place. Donc voilà, c'était toute cette idée-là qui rejoint le filtre. Et puis c'est aussi parce que le café c'est quelque chose d'assez premium. C'est pas tout le monde qui... Enfin, il y a de plus en plus de marques de café qui renvoient à l'idée justement d'un certain confort, et puis de plus en plus quelque chose de haut de gamme qui est consommé par une certaine catégorie de personnes, etc. Et moi, mon positionnement, c'était haut de gamme. Donc, même au niveau des couleurs du filtre, on est resté sur des couleurs qui rejoignent aussi les établissements haut de gamme dans la restauration et l'hôtellerie. On retrouve pas mal de couleurs que les hôtels et les restaurants utilisent ici. Quand ils ont un positionnement haut de gamme. Alors oui, pour revenir sur ton offre de service, donc tu parlais de restructuration et d'ouverture.
Est-ce que tu as vraiment aussi de l'accompagnement pour le personnel de restauration ou qu'est-ce que tu as dans ton Oui, clairement. C'est pour ça que je me positionne sur de l'ouverture, mais aussi de la restructuration. Et la restructuration, ça peut être de manière très douce, c'est-à-dire que je renouvelle mon personnel, ou justement, j'ai du personnel qui est là depuis un certain temps et j'ai besoin de les former pour qu'ils passent à un autre standing. Ou revoir certaines bases du service client. On parle vraiment de choses par contre pures et dures à l'industrie, liées à l'industrie et le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Donc c'est souvent du service client, du management aussi. C'est très compliqué de trouver des bons managers dans ce domaine-là. Donc je peux accompagner des hôtels et des restaurants justement sur le côté management, soit de nouveaux directeurs, soit de directeurs qui sont déjà là, ou directrices d'ailleurs, qui sont déjà là mais qui ont besoin de plus d'accompagnement sur la gestion RH pure et dure, comment gérer des humains. C'est compliqué l'humain ici. Oui, c'est pas évident en fait. Donc voilà, donc ça va être vraiment sur de l'accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai 3 grands piliers dans mon cabinet. Je fais du recrutement de l'équipe dirigeante. Je précise vraiment de l'équipe dirigeante parce que j'estime que c'est après à l'équipe dirigeante de recruter son personnel. Donc j'accompagne plus sur cette dynamique-là de l'équipe dirigeante. Et puis après, je fais de l'accompagnement sur la formation liée à l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Et en dernier lieu, c'est de la stratégie. Stratégie, ça passe par plein de choses. C'est justement recruter les bonnes personnes au bon endroit, organiser au maximum son organigramme pour faire en sorte de répondre à ses besoins financiers et à sa stratégie financière. Donc voilà, donc c'est vraiment mes 3 grands piliers. Tu couvres quand même un champ d'action qui est assez large et qui répond aux besoins d'ailleurs aujourd'hui. Oui, c'est la formation, réorganisation et gestion aussi. Process, tout ce qui est process, ça peut être. Il y a des gros sujets. Et est-ce que tu fais appel à des personnes des fois pour la formation de l'étranger ou c'est que du local ou Je fais appel à une personne par exemple sur tout ce qui est partie cuisine. Parce que j'ai pas du tout cette expérience-là et cette compétence-là. Elle est ivoirienne, mais elle est à Paris. Donc elle vient de temps en temps, mais elle, son enjeu, c'est de se réinstaller. Donc elle vient et quand j'ai des missions justement où je peux la solliciter, elle vient pour les missions, mais elle est ivoirienne. J'insiste. Non, parce que j'ai une amie en fait qui pourrait t'intéresser comme profil. Ah, ok. Très intéressant parce que parce que moi c'est le but c'est de me créer une armée et qu'on arrive en force pour faire avoir un positionnement 360 en fait. Exactement. Où on prend un hôtel et qu'on puisse ou un restaurant et qu'on puisse le gérer de A à Z par rapport à toutes les compétences dans ce domaine-là. Donc voilà, sur Aquabac, on fait aussi des connexions. Exactement. C'est bien. Très important. Exactement. Alors très brièvement, juste pour les personnes qui vont arriver, qui veulent créer leur entreprise, quelles ont été les étapes de création de ton entreprise ? J'ai dû créer de manière juridique l'entreprise. Ça, il y a un organisme qui s'appelle le CPC qui accompagne là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un en plus au CPC qui a fait toutes les démarches nécessaires. Donc, je t'avouerai que je ne sais pas en détail ce qu'il a fait, mais il a filé des papiers, il a géré le reste. Il a géré le reste et il a créé toute la société. Après, je trouve que c'est toujours bien d'avoir un comptable au début parce que moi, je connais pas du tout la fiscalité. Il y a aussi tout ce qui est facturation qui est totalement différente de Paris, par exemple. C'est quoi la différence ? On a des factures normalisées ici, donc c'est des factures avec des stickers qui sont imposées par l'État et donc il faut connaître le mode de facturation. Par exemple, il faut respecter une numérotation bien particulière, faire en sorte de facturer nos clients justement en ayant des factures normalisées. Pour tout ce qui rentre sur notre compte, il faut que ce soit justifié par une facture normalisée, sinon on se fait lyncher. Donc voilà. Alors après, il y a une nuance sur ça, et je pense, il faudra vraiment clarifier ce point, parce que on a des positions différentes. Normalement, les factures normalisées, elles sont obligatoires quand tu collectes et quand tu déduis la TVA. En fait, c'est un système qui a été mis en place par l'État pour s'assurer de récupérer la TVA collectée par les entreprises. Mais en dessous de certains seuils, normalement, t'es pas tenu de faire des factures normalisées. Des entreprises peuvent l'exiger. Dans ce cas-là, tu leur fais la facture, mais c'est pas une obligation en principe. C'est ça. Maintenant, la question des seuils, moi, j'ai pas encore réussi à avoir une réponse claire. Je crois que c'est moi, on m'a dit 20 millions. C'est possible.
On m'a dit 20 très millions. possible. Mais mon comptable m'expliquait que souvent, effectivement, ce que tu dis est très vrai, mais le problème, c'est que quand tu travailles avec des grosses sociétés, elles sont soumises justement à avoir des factures normalisées. Et donc, si tu entreprends et que tu veux justement travailler avec ce genre de société-là, il faut avoir les factures normalisées. C'est vrai que moi, je fais beaucoup de particuliers, donc j'ai moins cette problématique-là. Oui. Mais il m'arrivait d'en demander, par contre, pour certaines prestations. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand tu crées une société. Ça joue. Donc si je reprends, donc se faire accompagner pour la création d'entreprise, tant qu'à faire, ça fait vraiment gagner du temps de toute façon. C'est pas un luxe. Hein. La comptabilité, donc tu as pris un comptable, tu as aussi un centre de gestion agréé ou pas toi? C'est-à-dire gestion agréée. Alors, pour les entreprises, notamment les PME en dessous d'un certain chiffre d'affaires, tu as la possibilité d'adhérer à ce qu'on appelle un centre de gestion agréé. Et ça te donne droit à un abattement, je pense que de l'ordre de 50% sur ton impôt forfaitaire. Quoi? Oui. C'est quoi ça? Moi aussi, je l'ai appris récemment. Et alors, le truc, c'est que tu payes quand même la prestation de ce centre de gestion agréé. Mais en réalité, si tu fais un chiffre d'affaires qui tient la route, vu ce que tu payes, c'est quoi? C'est du 35 à 40 000 le mois. C'est à peu près ce que tu payes en impôts. Voilà. Alors oui, voilà. À un moment donné, tu peux l'équilibrer. Et si tu grossis, en fait, ça devient gagnant. D'accord. Et en fait, ils incitent les entreprises à le faire pour s'assurer que derrière, la comptabilité est bien tenue. Donc, TIPS, centre de gestion agréé. Exactement. Bravo, parce que moi, je savais pas du tout. Merci beaucoup. Après, moi, je me suis... Ouais. Mais d'ailleurs, tu as parlé un moment de... Dernièrement, tu as fait un événement et tu as parlé de ça. Ouais. C'est aussi tout ce qui est mis en place pour accompagner les startups tenues par des femmes. Il y a aussi des organismes qui te conseillent sur le côté administratif, etc. Donc ça, je pense qu'aussi, c'est intéressant aussi d'en parler. Moi, d'ailleurs, j'aurais quelques questions. On pourra en reparler, mais du coup, effectivement, on peut saluer la fondation Cefis de Sephora Kojo qui accompagne les femmes entrepreneurs. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai bénéficié de leur programme en partenariat avec EcoBank. J'ai fait le début du cycle. La fin du cycle, j'ai envoyé mon assistante pour qu'elle apprenne, parce que c'est vrai que moi, au niveau du contenu de formation, c'est des choses que j'avais déjà acquises. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu avais vraiment des femmes de tout horizon et qui apprenaient réellement sur la gestion, sur le marketing, sur la communication. En fait, c'est vraiment super. Et sur la comptabilité. Et donc, c'est des tips qui leur ont redonné CGA, comptable. Ne mélangez pas vos comptes. Sephora Kojo, la fondation Cefis. Ils ont des fonds financés notamment avec la coopération allemande, je pense. C'est un peu la coopération belge. Elle en parlait, j'ai entendu. Une personne très investie. Donc voilà, on en parle aujourd'hui. J'en suis ravie. Et si tu veux, je pourrais te redonner aussi des contacts sur ça. Pour le marché du travail ivoirien. Aujourd'hui, quel est un peu ton regard sur ce marché du travail? Est-ce que tu parlais tout à l'heure de pouvoir justement accompagner, et est-ce que tu as des difficultés à dénicher un peu certains talents, on va dire? Est-ce que comment tu arrives un peu à avoir ce... Alors, il faut se dire que sincèrement, dans l'hôtellerie et la restauration, c'est très très compliqué de trouver des ressources locales. Il y a des formations. Il y en a. Il y a des formations en hôtellerie. On va pas se mentir, elles sont pas hyper bien faites. D'accord. Elles sont trop académiques. Trop académiques, pas assez justement réalistes pour le terrain. D'accord. Et puis, je pense qu'aussi il y a il faut accompagner sur les soft skills. Je pense qu'il faut arrêter d'accompagner trop sur les hard skills et commencer à accompagner sur les soft skills. Ne serait-ce que comment faire un entretien d'embauche, comment se comporter de manière professionnelle en entreprise. Des choses comme ça, c'est sur des soft skills. Je pense qu'il n'y a pas encore assez d'accompagnement là-dessus. Je souris parce que l'un des points que j'ai relevé, moi, c'est la question de la posture professionnelle. Ouais. Mais de manière générale. Systématique, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que nous, on a un niveau d'exigence par rapport du marché dont on vient, parce que la concurrence, elle est forte. Au niveau de la scolarité aussi, c'est des choses qu'on t'inculque dès le départ. Et donc, la posture professionnelle, c'est vraiment, c'est la base. Et c'est vrai que j'ai été assez surprise de voir de manière assez commune à l'ensemble des personnes à qui j'ai fait passer des entretiens que la posture professionnelle n'y était pas. Non. Et du plus jeune au plus expérimenté. Bien sûr. Et parce que franchement, il n'y a rien qui est fait pour apprendre cela. Même dans les écoles, je pense qu'il faut aller taper dans les écoles, mais commencer à intégrer ça à des... Mais du coup, comment est-ce que tu contournes ça? Il y a des gens qui ont des soft skills naturels. D'accord. Donc, on va pas se mentir. Et ça, c'est hyper important de le déceler. Et ils ont pas forcément les hard skills. Donc, j'accompagne mes clients à justement ouvrir un peu, avoir une certaine ouverture d'esprit sur le fait parfois de former des gens qui ont des soft skills,
mais les former justement aux hard skills, donc dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration. Mais au moins, le fait qu'ils aient des soft skills, ça leur permet d'apprendre beaucoup plus rapidement et après de devenir de très bonnes recrues. Je suis pas pour aller chercher à l'extérieur. D'accord. Tu cherches localement. Je cherche localement et je pense très honnêtement, quitte à aller chercher à l'extérieur, c'est sur le territoire africain. D'accord. On a des talents, on a des pays qui sont peut-être plus avancés que nous sur ce domaine-là. Donc pourquoi pas aller voir dans ces pays africains-là pour faire venir en Côte d'Ivoire. Je suis plus pour ça que faire venir des étrangers et les installer en Côte d'Ivoire. Alors qu'on sait qu'on a un taux de chômage endémique ici. Mais du coup, en fait, tu fais des partenariats avec les écoles. Et ma question, elle est téléguidée en fait. Enfin, je vais vers quelque chose, mais ça serait intéressant. Je source beaucoup dans les écoles, oui, effectivement. D'accord. J'essaye de faire en sorte qu'ils m'envoient des recrues par rapport à certains besoins. Je travaille beaucoup avec l'école, par exemple, de Grand Bassam. D'accord. Et donc, oui, je le fais, mais en termes de niveau, on n'est pas encore sur quelque chose qui est satisfaisant. Après, là, il y a une école qui est arrivée sur le territoire. Qui est connu pour son niveau d'exigence, qui va faire beaucoup bouger les choses, je pense. Donc il y a ça, et puis je pense qu'il faut aussi faire en sorte que les entreprises s'ouvrent l'esprit sur le fait de parfois prendre des recrues, les payer peut-être moins cher parce que la main d'œuvre est beaucoup moins chère ici, et être ouvert à envoyer la main d'œuvre se former pendant quelques temps. Ça peut être aussi une solution que peu envisagent, alors que ça pourrait faire que on participe au développement des ressources sur le continent, en fait. Sur le continent. Alors, il y a deux choses ce que tu viens de dire. La première, c'est que si je t'ai posé la question des écoles, c'est que je veux donner une tips aux gens qui veulent chercher des employés. Ils peuvent s'adresser directement aux écoles pour qu'on leur envoie des CV. C'est aussi un moyen de recruter. Manifestement, LinkedIn fonctionne bien aussi. J'ai découvert ça récemment. Oui, quand même. Pour recruter des talents locaux. D'autant plus que ceux qui sont sur LinkedIn, en fait, sont quand même assez... Moi, je fais que ça. Donc voilà, il y a LinkedIn également. Et puis après, la question de la formation, en réalité, il semblerait que les entreprises ne sont pas trop disposées à investir dans la formation. Non. Il y a beaucoup d'organismes de formation qui se sont créés et qui aujourd'hui souffrent, même si le besoin est là, mais en fait derrière les budgets sont orientés vers d'autres priorités. Ouais. Tu confirmes? Je confirme. Après, il y a des grosses sociétés qui ont des moyens parce qu'ils ont des budgets de formation qui sont limite légaux et qui font que ils investissent pas forcément ou ils y pensent pas, mais c'est à intégrer dans la stratégie. Et c'est là que j'interviens. Il faut amener du changement aussi de mentalité sur ça. C'est ça, et même être stratégique encore une fois. C'est-à-dire qu'ils pensent pas à intégrer ça dans leur stratégie d'entreprise, alors que ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant à faire pour faire participer de manière locale justement au développement des compétences. Et pour l'instant, ce sont les initiatives privées, je crois, qui sont faites. Moi, j'avais participé à la restitution d'une étude sur l'impact des entreprises françaises ici en Côte d'Ivoire. Et ils avaient montré l'exemple et ils ont monté, je ne sais pas si tu connais, une académie du pain, une académie où ils sortent des boulangers. Oui. Ouais, voilà. Tu vois, c'est une initiative privée. J'ai connu ça dernièrement. Ouais. Voilà. Pour pouvoir avoir des recrues, en fait, en gros, eux-mêmes se mettent en... Alors c'est très bien, parce qu'ils ont prévu de former, je pense, 250 boulangers, voilà, c'est très bien. Mais c'est une initiative privée, malheureusement. Ouais, c'est encore eux qui pareil, je pense à Invivo aussi, qui va aussi former des gens, mais c'est dommage, on a encore des initiatives qui sont privées. C'est ça. Il faudrait que le gouvernement fasse ces choses. Surtout dans la volonté du tourisme de loisirs, c'est impossible. Avec les ressources et la formation qu'on a actuellement, on peut pas se permettre de rentrer dans du tourisme de loisirs. Donc oui, il est temps de faire bouger les choses. Il faudrait. On va y aller. On tire sur la fin. On a évoqué, je pense, tous les sujets. C'était très intéressant parce qu'on a fait ça de manière très naturelle, smooth. On finit généralement cet exercice par un question mystère 360. On est des gens justes, en fait, on se prête aussi au jeu. Donc tu peux tirer 2 cartes au hasard et nous poser au hasard. Ouais. Allez, Allez, vas-y, choisis tes questions. Au hasard. Et donc, on va y répondre. Je vais profiter, prends le temps de choisir. Ok. Je vais profiter de ce moment déjà pour remercier The House qui nous accueille aujourd'hui dans ce bel appartement meublé que vous pouvez louer sur Airbnb. 4 chambres, un grand salon, enfin vraiment tout confort. Donc, n'hésitez pas, on vous mettra le lien en bio. Et puis, qu'est-ce qu'il doit faire déjà normalement Toujours. On va pas le répéter à chaque fois. En fait, c'est lourd, mais il paraît que la pédagogie, c'est aussi de la répétition. C'est ça, il paraît. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'activer la cloche.
et de penser à mettre des commentaires aussi, parce qu'on aime ça. Comme ça pourra faire vivre la communauté. S'il vous plaît, suivez-nous. On compte sur vous. Prête, Anna? Ouais. Alors, j'ai pris 3. Non, j'ai pris 2 questions, mais qui vont vous permettre de faire un peu les louanges d'Aquabac. Parce que la Sympa, première, c'est quel aspect du retour au pays mériterait plus d'attention, de discussion et d'information? Oui, de manière pratico-pratique, tous les aspects pratiques de la repatriation. Ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est les secteurs où il faut investir, comment se créer un réseau. Enfin, il y a quelque chose de très opportuniste, un peu prédateur dans l'approche, et on vend du rêve. Ouais. Enfin, même si j'ai eu le débat avec une amie hier qui me dit qu'elle n'est pas du tout d'accord avec mon analyse concernant certains youtubeurs dont je n'appellerai pas le nom. Non, mais je qui vois me dit très que bien. voilà, mais je pense que ils sont tellement dans des sphères différentes et c'est même pas des personnes à qui tu peux t'identifier aujourd'hui. Donc avoir des personnes comme toi qui vont nous dire mon logement, quand je suis arrivée, j'avais prévu ça, finalement ça s'est passé comme ça, l'entrepreneuriat, des choses vraiment concrètes, c'est ça qui manque aujourd'hui. Ouais. Et c'est sur ça qu'on veut vraiment travailler. Donc briser un peu les idées reçues et donner des tips et des astuces. Ouais, des vrais tips. C'est ce que tu aurais dit. C'est ce que j'aurais dit. Voilà. Je voulais avoir en fait un domaine en particulier, mais toi, Ouais. t'as tout les jours. Mais en fait, la deuxième question, c'est un peu la même chose. C'est quand on parle de rapatriation, quels sont les sujets qui sont insuffisamment traités? Est-ce que vous avez un sujet particulier? Oui, les sujets qui sont pas assez traités, en effet, c'est peut-être la finance, la finance, fiscalité, tout ça, c'est pas assez traité. L'éducation aussi, c'est pas assez traité, je trouve. La santé. Et la santé. Et la santé. On parle très peu de la santé, alors que je pense que ça peut être traité très rapidement, mais c'est un vrai sujet, quoi. C'est vrai ça, la santé, c'est la très santé. très peu. Les assurances même ressources. aussi. Très peu. Très très peu de ressources. Tu sais que normalement, on est obligé d'avoir des assurances habitation. Ah bon? Ah oui. Ah oui. C'est dans la loi. Ah oui, tout à fait. Mais personne ne le fait. Bon, ce sera donc le mot de la fin. Ouais. Merci encore pour votre salut. attention. Mais j'ai une assurance habitation, bien sûr. Évidemment. Qui n'en a pas. Bah ouais. Merci encore pour votre disponibilité, écoute, d'avoir assisté à cet événement. Donc, retrouvez-nous sur YouTube et sur toutes les chaînes podcast. Donc, Donald, Ismen. Merci Anna, en tout cas, pour ta dispo encore. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. C'était très très sympa. Chouette. Et puis vraiment, je pense que ça va être hyper efficace. Vous allez répondre à un grand besoin, je pense. Merci. Merci en tout cas, on espère en tout cas. À très vite. Salut.